Là, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Ok, donc merci beaucoup Federico, qui est à ma droite. Merci Pauline pour cette introduction. Alors effectivement, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'était de vous parler de sujets de recherche sur lesquels je vais commencer à m'aventurer ici peu et qui finalement s'amènent à une pratique qu'on expérimente au quotidien quand on regarde la publicité, par exemple, à la télévision. Hein, c'est quand, dans les pratiques marketing, donc en particulier la publicité, mais également sur les réseaux sociaux, comment ça se passe quand les entreprises font de l'humour et surtout distinguer l'humour qui va avoir beaucoup de succès de celui qui va générer un bad buzz avec tous les effets bien évidemment négatifs pour l'entreprise. Alors pour vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à m'intéresser au rôle de l'humour en marketing, au départ, ce qui m'intéressait dans mes recherches, c'était de comprendre l'insatisfaction client. Donc rien à voir avec l'humour, au contraire. Et avec un collègue, on avait monté un projet dans lequel on s'intéressait à comment les entreprises répondaient aux clients sur les réseaux sociaux quand ils montraient leur insatisfaction. On trouvait des réponses assez classiques, un peu chiantes pour le coup. Et puis parfois on tombait sur des événements comme celui-ci, que je vais vous partager. Alors est-ce que ça marche? Allez. Non? Il ne veut pas passer? Allez, on va faire comme ça. Bon, alors vous noterez la poésie du consommateur déjà qui interpelle Quechua. Donc Quechua, marque très connue, c'est une marque de Décathlon si je me trompe, qui vend principalement des produits pour les sports en extérieur. Bon, je ne vais pas vous la lire, je pense que vous arriverez à lire le... Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire en français? Alors le père, c'est... Ah ok, encore pire. Okay. Voilà, donc il dit, je ferai des choses avec ton père, ta mère, ton frère et ta sœur. Et Quechua qui se dit, tiens, un client insatisfait comme ça, on peut peut-être lui répondre en lui disant, n'oublie pas ma tante. Le jeu de mots, la tante, Ah ouais. Alors, pour commencer, il faut mettre dedans. Elle n'est pas facile. Il faut travailler chez eux. Ouais, celle-là, il faut la... Je n'ai pas commencé avec une facile. Et en fait, on s'est dit, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, ça semble assez étonnant parce qu'on attend normalement d'une entreprise qu'elle montre une certaine bienveillance envers ses clients, même quand ils sont particulièrement agressifs. Et en fait, on se rendait compte qu'un petit ton d'humour, c'était pas mal. Et on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'un ton d'humour dans les réseaux sociaux, ça peut passer et à quel moment ça ne peut pas passer? Alors, pour revenir un peu aux bases de ce qu'était l'humour, l'humour, c'est quelque chose qu'on expérimente dans nos vies au quotidien. C'est quelque chose que je vous souhaite d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien, à tous nos âges, dans toutes les cultures. Il a été montré que l'humour est quelque chose qui va venir agrémenter les vies sociales. Alors bien sûr, en fonction des cultures, le type d'humour va varier, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on expérimente au quotidien. À tel point que, si on reprend la phrase très célèbre de François Rabelais, que vous connaissez tous, qui est de dire que le rire est le propre de l'homme. Non, mais tout le monde a lu Rabelais, pas plus tard que la semaine dernière, moi. On fait un sondage. Non, mais le rire est le propre de l'homme, qui est une phrase quand même assez célèbre de Rabelais, qui était de dire que finalement, ce qui distingue bien l'homme de l'animal, c'est sa propension à faire et puis à apprécier l'humour. Et déjà, pour commencer, on va un peu casser une idée reçue, puisqu'il s'avère que cette phrase est complètement fausse. Donc, en fait, vous avez des recherches qui montrent que l'humour, c'est quelque chose qui est même expérimenté au-delà de l'espèce humaine, puisqu'on trouve dans certaines recherches que certains animaux, alors les rats, les chimpanzés par exemple, sont des animaux qui peuvent percevoir une situation comme amusante. Alors vous avez des chercheurs qui ont vraiment fait une recherche sur ça, je vous assure, et qui ont regardé qu'est-ce qui se passait quand on chatouillait des rats. Oui. Et en fait, ils se sont rendus compte que les bruits qui étaient émis par les animaux pouvaient être assimilés à des rires. Donc en fait, c'est-à-dire que même les animaux peuvent comprendre qu'une situation comme ça est amusante. Et tu veux faire ça à Gemme? Et alors, chatouiller les rats de Gemme? Chatouiller les rats, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un cours. Après, c'est un module à monter, mais ça se réfléchit. Donc voilà, de manière générale, tout ça pour dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est quand même un phénomène assez important dans nos sociétés. Et forcément, le marketing s'imprègne un peu des sociétés pour comprendre et puis pour vendre ses produits. Donc, on se retrouve à retrouver beaucoup d'humour dans les publicités. Alors, je vais vous faire un test avec vous pour commencer. On va savoir que c'est les tests simples, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vais vous demander à tous de vous rappeler la dernière publicité que vous avez vue avant de venir à cette conférence. Ça peut être à la radio, à la télé, sur Internet. Pas une publicité que vous avez vue dans la journée, la toute dernière. Normalement, là, ça rame un peu. Ah oui, grave. Et c'est assez normal. C'est à la fois, paradoxalement, c'est assez étonnant parce qu'on se dit c'est quelque chose qu'on a vu il n'y a pas longtemps, on devrait s'en souvenir. Et en même temps, c'est assez normal puisqu'on est soumis à des centaines, voire des milliers de publicités par jour. Donc le cerveau, il filtre, sinon on deviendrait complètement fou. Maintenant, je vais vous montrer une publicité
qui est date la publicité J'aime Next dit Guillaume. Bonne réponse, effectivement. Donc voilà, donc en gros, je pense que la plupart d'entre vous, si je vous demande de vous rappeler de la publicité que vous avez vue il y a quelques minutes ou quelques heures, vous ne vous en souvenez pas. Maintenant, je vais vous montrer une publicité. Alors, les francophones, ça va peut-être plus leur parler. Et vous allez me dire si vous vous souvenez de cette publicité. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Voilà, ça, vous avez Pierre. je me souviens. Pierre, il faudrait vraiment nous laisser maintenant. Loto, à quel tour? Alors, tu nous en souviens? Alors là, le petit coup de vieux, cette pub, pour ceux qui s'en rappellent, hein, elle est sortie en 2002, donc elle a presque 20 ans. Et pour le coup, donc Stéphanie... Ah, désolé, là, c'est dur, mais si tu t'en souviens, c'est que... Moi, je m'en souviens pas. Mais justement, c'était trop bien. Exactement. Là, c'est un problème de mémoire. Exactement. C'est là. Donc, cette publicité, elle a plus de 20 ans, enfin presque 20 ans, pardon. Et en fait, on s'en souvient particulièrement bien. Et l'explication à ça, vous l'aurez compris, le test que je voulais vous montrer, c'est que finalement, une publicité, quand elle utilise très bien l'humour, quand c'est parfaitement bien dosé, et on s'en rappelle même 20 ans après, alors que la publicité que vous avez vue il y a quelques minutes, vous en souvenez toujours pas. Donc ça montre bien qu'en fait, un des effets majeurs qui explique pourquoi l'humour étant utilisé en marketing, c'est que ça favorise l'attention et ça favorise surtout la mémoire. Alors parmi les effets qu'on trouve sur l'humour, j'en cite quelques-uns. En marketing déjà, alors marketing parce que moi-même étant professeur de marketing, c'est quand même le domaine dans lequel je suis plus à l'aise. Donc l'humour, ça a été montré que ça permet de mieux mémoriser les publicités. Quand on compare une publicité humoristique avec une qui n'est pas humoristique, les gens se rappellent mieux de celle qui était amusante. Ça a un effet sur la marque, c'est-à-dire que les personnes qui voient des publicités amusantes préfèrent davantage les marques qui utilisent ce ton que celles qui ont un ton un peu plus austère, on va dire. Développer des relations d'affaires, alors ça c'est montrer que quand vous avez des relations entre des commerciaux, si ces commerciaux ont une relation où ils se prêtent à des traits d'humour entre eux, ce sont des relations qui sont plus rentables. Aussi, ça renforce la relation avec les clients. Alors dans le domaine bancaire, ça a été montré que si votre conseiller clientèle se montre un peu, se permet des traits d'humour, pareil, ça renforce la relation client. Maintenant, si je sors un peu du marketing, parce qu'on va quand même essayer de voir ce qui se passe ailleurs, hein, si on prend les ressources humaines. Hop, pardon. Donc, ressources humaines, ce qui a été montré, c'est que l'humour, ça va renforcer la cohésion d'équipe. Quand vous avez une équipe dans laquelle il y a une bonne ambiance, ça semble assez évident, il y a une meilleure cohésion. Ça accroît la productivité. Alors, fait particulièrement intéressant, vous avez des chercheurs qui ont regardé comment se passaient les réunions des équipes, et ils se sont rendus compte que les réunions dans lesquelles on faisait beaucoup de blagues étaient les équipes qui devenaient les plus productives après. C'est-à-dire que même si pendant la réunion, on avait un peu l'impression qu'on avait perdu du temps parce qu'on avait fait quelques digressions, au final, ces équipes étaient plus productives. Et puis, ça renforce la créativité. L'humour, faire de l'humour, c'est aussi être créatif, faire des situations qui soient amusantes. Et la créativité, c'est aussi un outil qui est très important quand on veut innover, puisque c'est ce qui permet les innovations. Je te cache comme ça. Je me cache, je suis un peu timide. Viens vers nous, viens vers Je nous. vais me mettre sous la lumière. Ouais, voilà. Ah, Allez, voilà, mieux. petit côté Fort Boyard. Exactement. La référence. Et puis, dans la vie en général, l'humour, c'est montrer que les relations de couple dans lesquelles les partenaires s'adonnent à de l'humour sont des relations qui tiennent plus longtemps, c'est vérifié. Ça améliore le bien-être, ça permet de surmonter l'adversité, la fameuse fonction cathartique de l'humour, hein, ça permet de surmonter des événements. À partir du deuxième enfant. Et à partir du deuxième enfant, il en faut plus. Et puis, ça permet de réduire le stress. Donc là, vous avez une liste d'effets qui ont été démontrés. Et puis, alors peut-être qu'en m'écoutant expliquer ces effets, vous vous êtes dit, ouais, sur ça, je ne suis pas super convaincu. Par exemple, quand je vous dis que si votre conseiller clientèle fait des blagues, ça va être plus sympa, vous êtes peut dit, ouais, je ne suis pas sûr. Votre compte bancaire. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que ça marche. Et en fait, c'est ce qui rend l'humour particulièrement intéressant à étudier parce que, à côté de tous ces effets positifs, on va retrouver les effets complètement opposés. C'est-à-dire que l'humour, ça peut aussi détourner l'attention de la publicité. C'est-à-dire qu'on ne se focalise plus sur le message, mais on se focalise juste sur la blague. Quand l'humour est mal dosé, ça va créer un bad buzz et on déteste l'entreprise et ça amène à des boycotts. Ça peut provoquer des conflits entre salariés. Si vous vous moquez très souvent d'un de vos collègues, bon, l'ambiance, la cohésion d'équipe, on repassera. Ça dégrade les capacités cognitives des collaborateurs. Ça peut mettre fin à des relations commerciales. Donc là, pareil, si vous commencez à vanner vos prestataires en début de relation avec eux, ils vont se dire, ils vont pas trop savoir qui vous êtes et ça va mal se passer. Dans le couple aussi, ça peut provoquer des ruptures.
pendant les conflits, essayez de faire un peu de sarcasme, un peu de dérision, vous allez voir, ça améliore bien le truc. Et puis, c'est montré aussi que ça permet de causer de la dépression et de l'anxiété. Alors, les gens qui sont victimes de moqueries, la moquerie étant une forme d'humour, sont des gens qui souffrent plus de dépression et d'anxiété. Et là, vous regardez ma slide et vous vous dites, génial, il nous a dit tout et son inverse, ça ne veut rien dire. En fait, il y a une explication, c'est que l'humour, quand on regarde les pratiques des entreprises, eh ben, vous allez trouver à la fois de l'humour qui a marché et de l'humour qui n'a pas marché. Alors, je vous mets un exemple d'humour qui a très bien fonctionné. Celui de la SNCF est pas mal pour ça. Le community manager de la SNCF est vraiment bon. Vous avez un client qui l'interpelle sur Facebook et qui lui dit « La SNCF s'excuse, mais suite à un retard, le défilé du 14 juillet sera reporté au 15 ». Et le community manager de la SNCF qui permet de répondre « En matière de blague, il semblerait que le train de l'originalité soit parti sans vous ». Simple, efficace, bon, ça passe bien. Et puis, vous en avez d'autres community managers qui se permettent des blagues, et là, ça a un peu moins bien passé, notamment celui de Tim Horton. Alors, c'est assez récent, l'année dernière, où en fait, en plein pendant les événements qu'il y avait eu entre Meghan et Harry et la couronne britannique, quand ils envisageaient de partir vivre au Canada, le community manager Tim Horton, alors Tim Horton, c'est le concurrent de Starbucks au Canada, il s'est dit, tiens, je vais faire un tweet pour plaisanter de la situation, et il dit, pas de souci, Meghan et Harry, si vous choisissez le Canada, vous aurez du café gratuit à vie. En fait, c'était une situation, les Britanniques, bon, ça leur mettait pas trop l'ambiance, ça. En plus, ils étaient avec le Brexit, donc c'était un peu tendu, quoi. Et ça a fait un flop monumental. Ils ont dû enlever le tweet. Enfin bon, ça a mal fini pour Tim Horton. Donc voilà, en fait, dans l'humour, il y a à la fois du bon et du mauvais. Donc la deuxième partie de la conférence que je veux vous expliquer, c'est qu'est-ce qui fait que des fois ça marche et des fois ça marche pas. Sachant que la réponse, elle est à la fois super évidente et pas si évidente. Parce que, pourquoi elle est évidente? Ce qui fait que ça marche, c'est que l'humour, si ça vous amuse, si ça vous fait rire, tous les effets positifs que je vous ai parlé vont marcher. Si au contraire, ça ne vous a pas fait rire, tous les effets négatifs vont passer. Là, vous me dites, merci, génial, Bac+8 pour nous sortir un truc comme ça. Là où la question est un peu plus compliquée, c'est finalement, qu'est-ce qui fait rire? Pourquoi on rigole de certaines situations et pourquoi certaines situations ne nous font pas du tout rire? Alors, pour arriver à cette partie de la question, en gros, il y a une vingtaine de théories qui expliquent pourquoi l'humour fonctionne ou pas. Je ne vais pas vous présenter les 20. Pour ceux qui ne sont pas très théorie, je vous rassure, parce qu'en général, dès qu'on voit le mot théorie, on se dit « Allez, ça y est, ça part à 1000 bornes au-dessus de nos têtes ». Je vous rassure, je vais vous montrer comment elle trouve une application concrète. Il y a 3 grandes théories qui ont été utilisées en psychologie et en marketing pour expliquer pourquoi certaines choses nous font rire et certaines publicités, par exemple, ne nous font pas rire. Alors, je vais les reprendre en détail avec vous. Donc la première, c'est la théorie de l'incongruité. La théorie de l'incongruité, c'est un truc assez simple, c'est de dire que quelque chose nous fait rire quand c'est complètement en décalage avec ce qu'on attendait de la situation. Un exemple, ça, normalement, c'est plutôt drôle. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est incongru. On voit quelqu'un qui est en train de se baigner, de nager, et qui se mange une vitre. C'était inattendu, c'est plutôt drôle. Le problème, c'est que la théorie de l'incongruité, elle va expliquer pourquoi certaines choses sont drôles, mais elle ne permet pas d'expliquer pourquoi certaines choses ne sont pas drôles. Parce que si je vous dis que pendant que vous nagez, vous vous retrouvez nez à nez avec un grand requin blanc, c'est plutôt incongru, mais ce n'est pas franchement drôle. Donc, on est parti sur une autre théorie en marketing pour expliquer pourquoi certaines choses sont drôles. Notamment la théorie de la supériorité. Alors, la théorie de la supériorité, c'est une théorie qui explique qu'en fait, on rit du malheur des autres. En fait, on rit de leur malchance, de leur maladresse, on se dit ils sont en train de vivre quelque chose, et je suis bien content de ne pas être à leur place. Quel auteur? Il y aura des noms. Par exemple, moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait beaucoup rire parce que en fait déjà je me suis dit comment il a pu se retrouver là. Donc, et là on se dit je suis bien content de ne pas être à sa place. Le problème, encore une fois, c'est que ça n'explique pas pourquoi certaines situations dans lesquelles on se dit j'aimerais pas être à sa place ne nous font pas rire. On dit un accident de voiture, à moins que vous soyez hyper sadique, si un de vos collègues vous dit qu'il a eu un accident de voiture, vous n'avez pas envie d'être à sa place, mais ça ne va pas vous faire rire pour autant. Donc la dernière théorie qui est utilisée depuis une dizaine d'années et qui est plutôt convaincante, c'est la théorie de la violation bénigne, qui a été proposée par Peter McGraw, que j'ai mis en grosse photo pour qu'on le voit bien. Et donc Peter McGraw, c'est un psychologue américain qui fait aussi pas mal de marketing pour le coup, donc il est un peu sur les deux, et qui explique que pour que quelque chose soit drôle, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient remplies. 1, il faut qu'une situation soit une violation. 2, il faut qu'une situation soit bénigne. Et 3, il faut que les 2 situations arrivent en même temps. C'est une violation bénigne. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, on va partir avec l'aspect violation. Une violation, c'est quoi? C'est que quelque chose est en décalage avec ce qui était attendu. Pour faire simple, quelque chose ne va pas. Il y a un truc qui cloche.
Ça revient un peu avec l'incongruité, le truc. Bon, c'est un décalage avec ce qu'on attend. Maintenant, ce que dit Peter McGraw et son collègue, c'est que pour que cette situation soit drôle, il faut qu'elle soit aussi perçue comme bénigne. En gros, il faut qu'elle soit perçue comme non menaçante. Alors, comment on rend une violation non menaçante? Il y a plusieurs moyens de le faire. La première chose, c'est de s'assurer de l'engagement de notre auditoire avec la norme qu'on est en train de violer. Autrement dit, si vous avez envie de faire une blague sexiste, qui sera une violation, si vous la faites à un rassemblement de féministes, ça ne va pas trop bien se passer pour vous. Pourquoi? Parce que l'engagement qu'elles ont avec la norme que vous venez de violer, c'est-à-dire le respect envers les femmes, eh ben, elles ne le perçoivent pas comme quelque chose de cool, de bénin. Par exemple, si vous avez des blagues sur les prêtres pédophiles, je pense que ça ne va pas trop faire rire ce monsieur. Je ne le connais pas, je ne sais pas, mais a priori, ça ne va pas le faire rire. Deuxième moyen de rendre une violation bénigne, c'est qu'il y ait une distance psychologique. En gros, la situation est éloignée de nous. Si vous tombez dans les escaliers, c'est pas drôle. Si c'est un de vos collègues, c'est déjà un petit peu plus drôle. Ou alors c'est éloigné dans le temps, ou alors c'est dans un espace qui est complètement éloigné du nôtre. Par exemple, dans des cartoons, il peut y avoir des situations très violentes dans les cartoons, mais ça nous fait rire parce que c'est complètement déconnecté de notre environnement. Enfin, dernière raison, la situation est clairement pas menaçante du tout. Alors, au-delà de la théorie, maintenant, comment ça se passe en pratique dans le marketing? Si je reprends ma publicité du loto, pourquoi cette publicité est drôle quand on regarde la théorie de la violation bénigne? La première, il y a bien une violation. On a quelqu'un qui rentre en sous-vêtements pendant le conseil d'administration pour donner sa démission. Mais le fait qu'il soit en sous-vêtements, on est d'accord que c'est un peu une violation. Pourquoi la situation est bénigne? Deux niveaux. Un, il n'est pas entièrement nu, donc il n'y a pas une violation de la norme de pudeur qui est non plus monstrueuse. Il y a la cravate. Hein. Il y a la cravate, il y a le tout va bien. Et puis le chapeau. Donc deuxième chose, on comprend à la fin que cette personne a gagné au loto, donc il va se faire licencier parce que a priori c'est ce qui va lui arriver. Mais la situation est bénigne parce qu'on sait que les conséquences de son licenciement ne sont pas graves pour lui, puisque de toute façon il a gagné au loto. Alors maintenant, comment je fais pour rendre la publicité pas drôle? Si j'enlève soit la violation, soit le côté bénin, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève la violation et que je garde juste un côté bénin, ça veut dire que je me retrouve avec une publicité où j'ai quelqu'un, on retrouve la cravate, mais entièrement habillé. C'est une situation tout à fait classique, ce n'est pas drôle du tout. À l'inverse, si je garde que la violation, comment je fais pour rendre ça encore plus bourrin? Ben, c'est simple, je le mets entièrement à poil. Et là, on voit tout. Et a priori, je pense que vous vous souviendrez de cette pub si ça s'était passé comme ça, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que là, on est sur une violation, on viole la norme de pudeur et ce n'est plus du tout bénin. Ce qui est bien aussi de la théorie de la violation bénigne, c'est qu'elle permet d'expliquer pourquoi certaines communications faites sur les réseaux sociaux, notamment les jeux de mots, sont perçues comme drôles. Là, je vous ai pris l'exemple d'une marque, LDLC, où le community manager, alors sans rentrer dans les détails, mais il est en train de créer un combat, enfin un challenge entre trois équipes, les bleus, les rouges et les jaunes, et en fait, il fait un petit graphe pour expliquer que les bleus sont en tête. Et puis, vous avez un client en bas qui dit il n'y a pas d'échelle sur votre graphe, c'est vraiment pas ouf. Réponse du community manager, je ne trouve pas que ça rende vraiment plus lisible, mais bon, si ça peut vous faire plaisir, et il rajoute une échelle. Alors pourquoi c'est plutôt drôle? Théorie de la violation bénigne, il y a une violation parce qu'on n'utilise pas le sens qui était attendu du mot échelle, et c'est bénin parce qu'on joue quand même sur un sens qui est attendu du mot échelle, c'est-à-dire l'outil pour monter sur un toit. Comment je fais pour rendre cette situation pas du tout drôle? Si j'enlève la violation, c'est-à-dire je joue sur le premier sens du mot échelle, je réponds ça, c'est tout à fait bénin, il n'y a pas de violation, il n'y a pas de jeu de mots, c'est pas drôle du tout. À l'inverse, si je garde que l'aspect violation, mais qu'il n'y a aucun rapport avec le mot qui a été utilisé par la personne, par exemple si je mets un tournevis, c'est complètement absurde, c'est pas drôle non plus. Donc au final, je sais pas combien je suis sur le temps, peut-être un peu... Et 25, c'était bien. Et 25, nickel. Au final, est-ce qu'il faut utiliser l'humour en marketing dans les publicités, sur les réseaux sociaux? La réponse est clairement oui, puisqu'il est quand même montré que les effets bénéfiques de l'humour l'emportent en général sur ses effets négatifs. Ce qu'il faut néanmoins se rappeler, c'est qu'il y a effectivement ce côté épée à double tranchant et qu'un message humoristique peut être perçu à la fois positivement et négativement. La question à se poser, c'est de comprendre qui est la cible à qui je m'adresse. Est-ce que cette cible comprend la norme que je suis en train de violer? Et surtout, est-ce qu'elle trouve cette violation de norme bénigne? Autrement dit, on revient sur des concepts très classiques de marketing. Il faut connaître la cible à qui je m'adresse
et qu'est-ce qui caractérise cette cible pour savoir si la norme que je suis en train de violer dans ma publicité ou dans mon message est perçue comme bénigne et donc amusante. Voilà. Et donc le dernier point, effectivement, comme je vous disais, la cible de l'humour, hein, qui est toujours important, avec quelque chose d'important à noter, c'est qu'effectivement, il y a le message qu'on envoie et comment les gens vont le percevoir. Donc il faut toujours se placer, là c'est du marketing même très général, toujours se placer sur le point de vue du client et de comment lui va le percevoir. C'est ce qui arrive quand vous racontez une blague, que personne n'a rigolé, et que vous dites « Oh, ça va, c'était une blague ». Voilà. Il y a une différence entre ce que vous avez produit et comment les gens ont interprété cet humour. Bien, merci beaucoup. Oui, je me suis permis de mettre Boris Johnson à la fin. J'ai trouvé qu'il avait une bonne tête sur cette photo. C'était en violation bénigne. Ouais, je me suis dit, il a une bonne tête. Là, alors. Inattendu, mais il a un cravate. Il me pointe du doigt, c'est tout sympathique, et il a un côté à dire, est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Oui, voilà, donc merci beaucoup Mathieu. Et on va ouvrir la conférence aux questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions en activant votre caméra et en parlant directement à l'oral, ou vous pouvez poser vos questions via la fenêtre de chat. On a Caroline Gauthier qui nous demande encore, Mathieu, encore, dans le sens, est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples de pubs? Drôle, bien sûr. C'est drôle, bien sûr. Alors, moi, il y en a une que j'ai vue il n'y a pas longtemps. C'était sur, vous avez suivi l'histoire de la Super League au foot, là, ils veulent créer une Super League, ça a un peu fait... Et Kane a fait une publicité où, en gros, il marquait, alors c'était en anglais, donc la traduction va être un peu mauvaise, parce que je ne me souviens plus exactement les termes, mais c'était dire, il ne faut surtout pas boire, et ensuite, et donc on s'attend à conduire, et en fait, il marque, il ne faut pas boire et créer une Super League. Donc voilà, ça fait partie du truc. Alors, ce qui était assez drôle, c'est que je préparais cette conférence, et j'avais plein de mes étudiants qui m'avaient ajouté sur LinkedIn, qui relayaient cette pub. Je me suis dit, génial, ça montre à quel point, en fait, quand c'est bien dosé, quand il y a de la bonne humour, eh ben, ça permet de mieux diffuser la publicité. Ok, merci. Merci. Merci Caroline. Est-ce qu'on a des personnes qui souhaiteraient peut-être prendre la parole et nous poser une question en direct, dialoguer avec Mathieu? Quelle chance. Téléphone rose, mais... Chance. Non, c'était inattendu. C'était inattendu. Dialoguer avec Mathieu. Tape le 1. Tape le 1. Là, on a Mara qui souhaite. Voilà, tape 2. La com à Jam, en fait. Donc, nous, en tant qu'établissement, on a un multi-cible, n'est-ce pas? Donc, quel conseil aurais-tu à donner, par exemple, au community manager et à nous tous, par rapport à cette cible variée et le dosage de mots? Alors, effectivement, des fois, il y a un problème. Alors, sur les réseaux sociaux, on le trouve plus, c'est qu'au final, on a du mal à cibler puisque c'est quand même assez ouvert à plusieurs. Alors, pour le coup, ce qu'on a fait avec un collègue, on s'était intéressé au type d'humour à utiliser en fonction de la personnalité de la marque. En fait, il y a des marques qui ont une image un peu, comment le traduire, un peu fun, un peu jeune. Par exemple, Burger King est très fort là-dessus avec une image assez étonnante. Puis vous avez des marques qui ont une image beaucoup plus traditionnelle ou plus familiale, ce qui pourrait être le cas, par exemple, de Gem. Une image beaucoup plus classique et moins orienté sur... Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'humour devait s'adapter en fonction de la personnalité de la marque. Donc les marques qui avaient une image plus sincère, beaucoup plus traditionnelle, devaient adopter un ton d'humour qui était beaucoup plus affiliatif, autrement dit, beaucoup plus classique et vraiment pas de moquerie, pas de sarcasme, pas de dérision, vraiment plus de la plaisanterie ou du jeu de mots. Alors que les marques comme Burger King, qui avaient une image très fun, gagnaient beaucoup plus à utiliser un humour particulièrement agressif comme la dérision, le sarcasme. Donc pour Gel, effectivement, quand on est sur du multi-public, déjà, c'est que l'humour marche moins bien pour ce genre de publicité de marque. Donc ça, quand même, ça s'utilise plus ponctuellement que certaines entreprises et surtout avec un ton d'humour qui est beaucoup plus calme, on va dire, plus sympathique. Pas de sarcasme, pas de dérision, surtout pas. Ce qui n'est pas le cas pour certaines marques. Effectivement, elles gagnent plus qu'un humour tout bête, tout classique, on va dire. C'est un peu presque chiant. C'est ça, c'est exactement en lien avec leur positionnement, avec l'image qu'elles dégagent auprès du grand public. Donc, il y a un fit en fait, entre l'image qu'elles annoncent et leur communication humoristique sur les réseaux sociaux. Alors après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des marques qui ont une image plus classique, un peu comme le cas de Gem, c'est que si elles l'utilisent tous les jours, il y a un côté un peu étonnant, à toujours être dans l'humour. Par contre,
très ponctuellement, ça a des effets très positifs parce que, et on revient à ce que Federico a beaucoup aimé, c'est inattendu. C'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce qu'une marque comme ça se prête à... Et du coup, s'il est bien dosé, s'il est vraiment pas dans l'extrême, c'est un humour qui va avoir des effets très positifs, mais ponctuellement. On va faire ça. Si ça marche pas, c'est pas de ma faute. Hein. Ouais. Non, c'est enregistré. Ah, c'est enregistré. Alors, on a deux questions. Une de Caroline Gauthier qui a levé la main. Donc, je ne sais pas si Caroline, tu veux poser la question à l'oral? Oui, bah du coup, j'allume la caméra, je mets le micro, on va passer sur un mode de communication différent. Je me souviens d'une pub pour Vojica, qui était une marque de cuisine, de cuisiniste. Je ne sais pas si Mathieu était déjà grand. Enfin bref, et donc il y avait un jeu de mots où en fait, donc c'était une famille très traditionnelle. Tu parlais de ce qui se passe pour des ancêtres classiques. Et en fait, ils faisaient visiter leur cuisine. Et puis, il y avait le jeune qui arrivait, l'adolescent de la famille, et qui disait, moi, Cagivo, donc c'était Vojica en verlan, voilà ce qu'ils ont fait pour moi. Et il ouvrait un placard qui était complètement tordu et tout tombait. Et je me demande, donc je me rappelle de cette pub, j'ai fait refaire ma cuisine il y a 2 ans, je ne suis pas allée chercher une Vojica. Je me demande si par rapport à ce que tu viens de dire, Amara, finalement, ce type de pub peut fonctionner. En gros, si j'ai bien compris, c'est que ça t'avait pas donné envie d'acheter parce que tu as trouvé que ça faisait un peu, ça donnait pas une image de produit de marque, enfin, de qualité. Je me suis posé la question de ça me donne envie d'acheter ou pas parce que j'étais enfant quand j'ai vu cette pub, mais je me la rappelle encore 30 ans après. Ouais. Donc Alors, voilà, je me demande si ça a pu marcher une telle pub. Je n'ai pas regardé les chiffres à l'époque, mais avec cette théorie de la violation de Gagny, par exemple, est-ce que ça peut marcher? Alors, vu que j'ai pas la pub en tête, il faudrait que j'aille la regarder. Alors après, ce qui peut expliquer des fois qu'une publicité ne fonctionne pas, si vous êtes une nouvelle marque qui vient juste de se lancer, c'est-à-dire que les clients n'ont aucune connaissance de la qualité, est-ce que c'est une marque qui est fiable, etc. En fait, l'humour au tout départ, ça ne fonctionne pas. Et pareil, par exemple, si on parle du conseiller bancaire, si dès le premier rendez-vous, il fait que des blagues, ça ne marche jamais. Parce qu'il y a un besoin dans chaque début de relation ou dans chaque début de publicité, hein, si c'est la première fois que vous lancez une publicité sur un produit, il y a toujours besoin d'abord de démontrer de la qualité de service, de démontrer une fiabilité, de la confiance envers la marque. Et c'est uniquement quand la marque a fait sa réputation à ce niveau-là qu'elle peut se permettre d'aller sur de l'humour, mais jamais en tout départ. Si je peux me Et après, il faudrait que j'aille voir la pub, ouais, effectivement, ça me parle pas. Si je peux me permettre, c'est comme nous, lors de la première conférence Gemnex, on n'a pas fait trop d'humour. Eh ben, non, mais exactement. En fait, je pense qu'il y a un côté, si dès le départ, alors moi je le fais même avec les étudiants, je ne sais pas si j'ai certains de mes étudiants qui sont. Le premier cours, je suis un peu sur la réserve. Ouais. Je me dis déjà, il faut qu'ils voient que je pose les bases. Alors que si j'arrive en faisant de la trottinette, par exemple, tout de suite, ils vont se dire, mais c'est quoi cet allumé? Donc il y a ce côté de toujours commencer à démontrer de la fiabilité, de la confiance envers le prestataire de service, hein, que ce soit un professeur ou une entreprise, pour dans un deuxième temps, une fois que ces bases sont bien acquises, là l'humour va pouvoir s'installer tranquillement. Merci. J'ai peut-être un contre-exemple. Ah non, mais ça marche. Non, ça. Salut Mathieu. Non, merci pour la présentation, c'était chouette. Non, en fait, dans la discussion, j'étais en train de penser au slip français. Ouais. Et je me souviens, moi, quand ils ont lancé la marque et quand je les ai découverts, justement, leur slogan, c'était avant de changer le monde, commencez par changer de slip. Et au contraire, j'ai trouvé, donc c'était direct de l'humour, quoi. Et j'ai trouvé ça fun. Et je pense que ça, on voit leur succès. Je pense que ça a bien marché. C'est vrai, il y a un contre-exemple à tout. Ouais, merci Alice. Non, mais c'est juste que ça m'y a fait penser. Mais j'avais une question par rapport. Il y a déjà un décalage du produit, attention. Déjà, le slip, c'est quelque chose qui se pose selon la logique de décalage de violation. Parler du slip, c'est déjà violer, donc cette violation, tu la rendre bénigne pour la faire fonctionner. On va utiliser la théorie. Oui, il respectait les règles, mais c'est vrai que c'était d'emblée. Et ouais, je pense que ça a bien marché. Non, j'avais une question par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des exemples où toutes les règles dont tu parles sont bien respectées, notamment la cible? Mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se retrouve aussi à toucher une cible qu'on n'a pas choisie. Et est-ce que ces gens-là peuvent un peu, du coup, venir s'accaparer le truc et on a tout bien fait et pourtant, ils viennent un peu foutre le bazar, quoi, d'une certaine manière.
Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, le problème, vu que c'est très compliqué de faire du ciblage, parce que dans tous les cas, ça va finir par se disperser et toucher des gens qu'on n'avait pas prévus. Sur les réseaux sociaux, à part si la marque a une personnalité qui est déjà connue pour ce côté un peu... moi, l'exemple typique, c'est vraiment Burger King, qui a vraiment cette image très piquant. À part si l'entreprise a cette image, dans ce cas-là, elle peut se permettre d'aller un peu loin. De manière générale, mon conseil, ce serait que sur les réseaux sociaux, même si on sait que notre clientèle de base est assez friand de ce genre de blague, il faut toujours rester plutôt sur des choses assez classiques, qui soient quand même amusantes, parce que ce que dit la théorie de la violation bénigne, c'est que si vous enlevez vraiment la violation, c'est-à-dire que si on reste sur un truc très calme où il n'y a aucune violation, c'est pas drôle du tout. Il faut quand même créer une violation, mais il faut effectivement faire en sorte qu'elle vienne heurter personne, puisque alors après, oui, sur des publicités qui seront plus ciblées, si on est sur des magazines, par exemple, où on connaît mieux le lectorat, peut-être que là, on peut se permettre des choses. Effectivement, les réseaux sociaux viennent complexifier un peu ça. Ouais, on est d'accord. Enfin, il y a des recherches qui montrent un peu ça. Parce que je connais pas du tout cette littérature, mais les réseaux sociaux, c'est montré comme étant quelque chose d'un peu touchy, quoi. Ouais, et en fait, il y a un peu un paradoxe parce que c'est touchy et en même temps, sur les réseaux sociaux, une entreprise qui ferait que des commentaires très classiques, elle a aucun follower parce qu'on n'a pas envie de suivre une entreprise qui fait que de répondre aux réclamations de ses clients. C'est chiant à mourir. Donc, il faut trouver en fait le compromis entre je suis un peu digressif, je fais des blagues pour attirer l'attention, mais en même temps, j'en fais pas trop parce que sinon, je vais attirer l'attention, mais pas comme j'avais envie. Ça ouvre un champ de recherche énorme. Merci. Donc, sur cette continuité des réseaux sociaux, on a une question un peu liée finalement à l'éthique de Anthony, qui nous dit « Quand on parle d'humour sur les réseaux sociaux, on parle souvent de réponse aux réclamations des clients, par exemple Quechua et le tweet. On arrive donc dans une situation dans laquelle l'humour est drôle pour nous, lecteurs, mais beaucoup moins drôle pour le réclamant. Faut-il donc choisir entre faire rire les autres et gagner en image de marque versus sacrifier ce réclamant en lui donnant une réponse un peu moqueuse ?» Exactement, il y a la réponse à la question. Effectivement, il y a des clients qui ne sont pas perdus, qui se plaignent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas perdus. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas utiliser l'humour, parce que même si on va faire rire certaines personnes, au final, on perd le client qui a fait une plainte. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement se dire, lui, et c'est le cas de l'exemple de Quechua, lui, il est parti, c'est inconcevable d'avoir une discussion logique avec lui, il est perdu. Donc, autant capitaliser sur sa perte en s'attirant la sympathie des autres. Et en plus, pour faire un peu la réponse à ça, en ce moment, on est en train de mener un projet avec un collègue où on regarde l'incivilité de la plainte. Et effectivement, ça répond un peu à ta question, Anthony. Si vous avez des clients qui ont un ton très calme, une réclamation somme toute classique, en fait, ça ne marche pas du tout de leur répondre avec humour. Ça ne marche pas pour eux déjà, parce qu'on se moque d'eux au lieu de traiter leurs problèmes, et ça ne marche pas pour les autres, parce qu'ils se projettent dans ce client en se disant ça pourrait être moi qui ai un problème et qui l'exprime à l'entreprise. Et en fait, je me rends compte que si j'étais dans ce cas-là, je me ferais bien envoyer bouler. Alors qu'un client comme celui de Quechua, en fait, l'incivilité, c'est quelque chose qui choque quand même sur les réseaux sociaux, même si c'est de plus en plus courant, ça reste quelque chose qui est peu accepté. Donc en fait, on se dit, lui, il méritait de se recevoir cette réponse. Et là, ça permet d'obtenir l'attention des autres clients. Alors, Anthony, je crois, veut compléter sa question. Ah là là. Vas-y, Anthony. Ouais, bonjour à tous. Bonjour Mathieu, désolé pour mes questions. Si c'est pas intéressant, n'hésitez pas à me dire. La première n'était pas top, mais c'est justement. Je te laisse une deuxième chance pour. Merci en tout cas, monsieur Béal, pour votre présentation. C'est vraiment intéressant et c'est surtout drôle d'avoir utilisé un exemple de Quechua, surtout pour la ville de Grenoble, parce que si j'ai bien compris, c'est un peu votre sponsor. Petit clin d'œil. De la ville. J'avais une question par rapport à. C'est des recherches très intéressantes, honnêtement. Et du coup, je voulais savoir, dans tes recherches, parce que j'ai pas lu, malheureusement, pas encore le temps de lire ton article, quelles sont les variables dépendantes que tu utilises par rapport à l'humour dans le marketing et par exemple, si c'est l'image de marque, etc., je ne sais pas ce que vous avez pris en compte. Est-ce que vous avez retrouvé un lien, par exemple, positif? Donc, plus la publicité, plus le message était humoristique, plus, par exemple, l'image de marque était puissante. Et si oui, comment est-ce qu'on mesure l'humour d'une publicité ou d'un message sur un réseau social? Ok, alors je vais essayer
pas trop aller, parce que là, effectivement, tu fais référence à un papier qu'on a publié avec un collègue. En gros, ce qu'on avait regardé, on s'est vraiment basé sur la théorie de la violation bénigne, et elle a vraiment bien fonctionné. Donc, comme quoi, des fois, les théories fonctionnent bien. C'est quand même ce qu'on attendait. Mais... En fait, on avait vraiment d'un côté l'aspect violation. Alors, comment on l'avait mesuré, ça? En fait, on a demandé aux gens, on leur avait mis, dans un cas, on leur avait montré une réponse humoristique, dans un cas, une réponse classique de nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé. Et en fait, les gens qui étaient face à une publicité humoristique, enfin une réponse humoristique, évaluaient la violation plus élevée. En gros, ils disaient que l'entreprise abusait beaucoup plus que quand c'était une réponse classique. Donc, ils sentaient qu'il y avait un abus. Et en même temps, quand on leur demandait est-ce que vous trouvez ça plaisant, amusant, naturellement, ils trouvaient que la réponse humoristique était plus plaisante qu'une réponse classique qui n'est pas du tout drôle, qui génère aucune émotion positive. C'est juste une réponse classique. Et en fait, les deux effets s'annulaient entre eux, et ça faisait qu'on avait des intentions d'achat qui étaient aussi élevées qu'avec une réponse classique qui est jugée comme les réponses normalement qui ont le plus fort taux d'approbation, parce que c'est la réponse où on dit nous sommes désolés pour ce qui vous est arrivé, etc. Donc d'un côté, les gens se disent ils abusent, mais d'un autre côté, ils disent en même temps c'est drôle, et les deux effets s'annulent et ça marche plutôt bien sur les intentions d'achat. Alors on n'avait pas mesuré la réputation de la marque, mais on avait mesuré les intentions d'achat et on obtenait des résultats similaires à des réponses parfaites, très propres, classiques. Donc le groupe, c'était du coup une différence de moyenne entre les gens qui trouvaient la publicité drôle achetaient plus que ceux qui trouvaient que c'était normal. Non, c'était le même niveau. C'était vraiment, en termes d'achat, c'était le même niveau. Okay. Mais ça marchait sur des logiques différentes. C'est-à-dire que pour les réponses humoristiques, ils se disaient, ils abusent, et ça, je leur en veux, parce que c'est abusé de répondre comme ça, mais en même temps, c'est super drôle. Donc, ça se compense. Alors que sur une réponse classique, ils se disaient, ils abusent pas, ils sont pas drôles, c'est une situation bénigne, quoi. C'est une réponse classique, et ça marche bien, mais pour des logiques différentes. Moi, j'ai une question. On voit que finalement, l'humour, c'est souvent une question de situation, de contexte. Et je voulais savoir s'il y avait le rôle, je ne sais pas si tu as étudié le rôle de la culture sur le rapport à l'humour et s'il y a un certain type d'humour ou une acceptabilité de l'humour qui est différente selon les contextes culturels ou d'autres types de contextes religieux. Voilà. Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que justement, j'ai voulu couper un peu cet effet qui existe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'était assuré, c'était que des Américains, première langue, l'anglais, des parents américains qui s'identifiaient à aucune autre culture que l'Amérique. Donc là, les bons rednecks. Et en fait, par contre, sur la perception culturelle de l'humour, ça, c'est un fait qui est indéniable. Un truc classique, tout ce qui est humour, type sarcasme, dérision, qui vise à montrer les différences de hiérarchie, en fait, sont des types d'humour qui sont bien plus appréciés dans les cultures occidentales que dans les cultures orientales. Parce que justement, dans la culture occidentale, la hiérarchie, ça fait partie un peu de nos sociétés, alors que les sociétés, justement, où il y a un système un peu plus égalitaire dans la façon de voir la société, c'était beaucoup moins bien perçu. Donc ouais, la culture, ça a un effet extrêmement fort sur ce qui amène du coup à des questions qu'on n'a pas étudiées, mais qui sont intéressantes en termes de management international. C'est-à-dire quand vous êtes une marque qui est connue dans le monde entier, donc vous savez que si vous faites un tweet, ça va être lu par des personnes dans le monde entier, comment vous faites pour vous en sortir alors que chacun va être avec ses propres valeurs et sa propre culture et va évaluer le message de manière très différente. Oui, parce que c'est sûr que, comme Anthony le disait, l'humour, c'est un facteur d'inclusion ou d'exclusion. Et donc, quand on vit dans un pays étranger, ici on a des personnes qui ont ce genre d'expérience de vie à l'étranger, on peut se sentir inclus ou exclu par l'humour, et ça peut être aussi quelque chose qui fait qu'on a le mal du pays, parce qu'en fait, l'humour, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre identité, et ça peut être plus ou moins facile, ou un élément plus ou moins intégrateur ou pas. C'est un marqueur culturel et social qui est très fort. Et si la lecture de la violation n'est pas totale, donc la violation est carrément typisée par le contexte, la culture, parce que m'imagine si la violation n'est même pas perçue. Exactement. De mots qui sont faits à un moment donné quand tu fais vous avez tout lu. Exactement. Et il y a des situations qui, pour une société occidentale, va être une violation, qui après va être qui sera rendue bénigne par un procédé, on s'en fout, mais qui va être une violation et qui va nous faire rire. Et pour d'autres cultures, il n'y a pas de violation, ça paraît quelque chose de naturel, donc pour eux, ils sont en train de voir une situation classique, c'est pas drôle. Pas d'exemple en tête, mais voilà, il y a des cultures où ils ne sont pas choqués par certains comportements qui peuvent choquer les nôtres, et inversement,
Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment une histoire de violation. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, réflexions, souhaits de partage, voire de partage d'expérience? De pub drôle. J'en partagerai pour Oui, si vous en voulez plus. dans le message qu'on va envoyer après la conférence. C'est ça. Je partagerai pour Caroline qui en voulait plus. J'ai quand même une petite question pour ça. Merci. Vas-y. Voilà. Tout à l'heure, on disait qu'en fait, l'humour, ça pouvait marcher si on était sur, on va dire, des catégories de produits qui sont finalement très accessibles. Enfin, D'ailleurs, c'est pour ça que M&M's, compagnie, etc., ça marche parce que c'est quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement cher, c'est quelque chose... On n'a pas de grands enjeux, en fait, quand on fait cet achat-là, donc ce genre de catégorie-là. Mais on disait, la banque, par contre, c'est pas tout à fait le même truc. Ouais. Est-ce que tu as quand même des exemples de marques ou d'autres catégories, on va dire, soit peut-être de produits ou de services qui sont chers ou qui paraissent, en tout cas, qui demandent un plus grand investissement du consommateur quand il fait son choix, qui arrivent quand même à se démarquer avec l'humour? Ou est-ce qu'il y a vraiment cet effet de catégorie qui peut... Alors, j'ai pas d'exemple d'une qui ont réussi, mais j'ai un exemple d'une qui a bien échoué. Alors, si tu as souvenir de cette pub, c'était le Crédit Lyonnais, je crois, qui avait pris Gad Elmaleh dans sa publicité pour la banque et qui disait « Je rêve d'une banque ». Et je sais pas si tu la revois, cette pub. Et en fait, il faisait comme s'il était dans un one-man show. Et c'était fait pour être drôle, mais c'était nul, quoi. Alors déjà, le truc en soi n'était pas drôle. Et en plus, ça se prêtait à un domaine où on s'y attend pas du tout. Donc effectivement, il y a, comme tu dis, l'implication vers le produit. Si c'est un produit effectivement qui est impliquant dans le sens où c'est quelque chose qu'on met du temps à acheter, ça va jouer. Et c'est aussi, est-ce qu'on est sur un produit utilitaire? La banque, en gros, on achète des produits bancaires, pas parce qu'on aime ça, mais parce qu'on en a besoin. D'un produit hédonique, c'est-à-dire un produit qu'on achète pour se faire plaisir. Et en fait, l'humour passe beaucoup mieux sur des produits hédoniques, c'est-à-dire des produits où on se fait plaisir, que la banque, l'assurance. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, ça va avoir des effets, mais ils seront beaucoup plus faibles que sur des produits hédoniques. Alors peut-être que, et ça fait le point avec ce que disait Alice, peut-être que justement, il y a des entreprises qui se démarquent et le slip français a peut-être réussi ça en se disant on part sur un produit qui est de base utilitaire. On ne va pas faire des témoignages sur le plaisir qu'on prend à acheter des slips, mais bon, ça reste un produit assez utilitaire. Et justement, c'était peut-être de créer cette image en disant là, on va rendre fun un truc qui, à la base, n'est pas un achat fun au départ. En même temps, effectivement, je réfléchissais à la logique de la violation en soi, comme élément d'humour et de constitution de la marque. Je pensais à Benetton. Peut-être vous rappelez les campagnes de photographie qui étaient très connues. Bon, voilà, je commence à montrer mon âge. Mais effectivement, je me rappelle le bon père et la sœur qui se donnaient en baiser d'amour. Là, c'était quelque chose, entre guillemets, suffisamment scandaleux parce que c'était une époque dans laquelle penser de mettre sur une affiche publicitaire de Benetton est totalement en décalage. Vous comprenez, marque fashion dans laquelle tu vois une prêtre-en-sœur qui, finalement... Voilà, c'était suffisamment quelque chose qui choquait et en tout cas attirait. Mais ils ont construit, ils ont bâti pratiquement l'image de marque sur des images qui étaient totalement en décalage et surtout en violation des normes. Et à tel point qu'il y avait une étude qui a été faite où on demandait aux gens, là ça va bien, ça montre à quel point des fois l'humour détourne un peu Il y a des gens, quand on leur parlait de Benetton, ils notaient les publicités, le côté un peu scandaleux et tout ça, mais quand on leur demandait quel type de produit ou de service vendait cette marque, ils savaient même pas. Ils connaissaient les pubs, mais ils ne savaient pas du tout en fait ce que vendait cette marque. Comme pour les parfums. C'est quoi là? C'est une pub de parfum? Parce que tu ne comprends pas de quoi tu parles. Et du coup, ça détourne totalement le message. Donc bon, ça a eu un effet parce que les gens connaissent la marque, mais par contre, ils ne savent pas des fois à quoi ça correspond. Ça peut plus marcher en fonction de ta personnalité de la marque aussi. En fait, si tu prends tes archétypes et que tu fais une marque en mode hors la loi et compagnie, ce genre de violation bien poussée, elle peut fonctionner. Alors que si tu es sur un autre type d'archétype, ça ne va pas marcher parce qu'on va s'attendre à une autre forme d'humour aussi. Il faut contrebalancer avec typiquement, dans le papier, l'histoire du positionnement de tout à l'heure. C'est ça. C'est ça. Et typiquement, dans le papier qu'on a fait avec mon collègue, on l'avait manipulé, ça, l'image de marque. D'un coup, dans un cas, on disait aux gens, ça, c'est une marque qui est plutôt connue pour un côté fun, qui s'adresse plutôt aux jeunes. Dans un autre, on avait fait une page en montrant que c'était avec plein de photos de famille, des enfants, etc. Et en fait, l'humour qui était dur, donc c'était la même blague quand on sortait. Les gens la trouvaient beaucoup plus drôle quand c'était une marque qui était prétendue comme étant jeune, dynamique, que quand c'était la marque familiale, etc. Ils trouvaient que c'était beaucoup moins drôle. Donc effectivement, il faut que ce soit cohérent avec le positionnement.
Et Elodie Baquet nous parle d'un bad buzz marketing H&M en 2014 pour lancer leur gamme de produits jeunes garçons. C'était pas celui avec The Greatest Monkey, c'était pas celle-là, Elodie? Ouais, si. Ouais, alors mais je pense, et là le pire c'est que je pense qu'ils avaient même pas voulu faire de l'humour, hein. Je pense, enfin là j'arrive pas à comprendre. En fait, pour remettre dans le contexte, ils avaient ils avaient mis en ligne leur nouvelle collection, c'était pour les enfants, et il y avait un enfant de couleur de peau noire qui était avec un t-shirt avec marqué The Cutest Monkey in the Jungle. Donc voilà, et en fait, alors je pense que c'était pas de l'humour. Mais en fait, j'arrive pas à voir à quel moment il n'y a pas eu en réunion quelqu'un qui a dit « Je pense que là, on est en train d'en faire une belle. » Là. Donc là, ça m'échappe. Et je sais même pas s'ils l'ont fait délibérément. C'est bien cette publicité, en tout cas, Mathieu. J'essaie de mettre la capture d'écran dans la conversation, mais oui, c'est ça. En 2014, et du coup, c'est très mal passé. Et, ils ont retiré la publicité dessus. Essayez de faire maintenant. Elle n'était pas bénigne, la violation. Ouais, bah clairement, là, du coup, on le comprend comme ça. En plus, c'est un tabou, la race, l'ethnie, la couleur. On viole une norme, mais derrière, il n'y a aucun truc sur lequel se rattacher en se disant que c'est finalement pas une violation si grave que ça. Là, au contraire. Et pour le coup, la violation bénigne, moi maintenant, depuis que j'ai lu ces travaux, c'est pas mal, ça permet de comprendre les débats sans fin de on peut plus rire de tout. Quand vous avez des gens qui font une blague qui passe mal en disant ouais, mais il y a 20 ans, ça aurait fait rire. Bah, en fait, la violation bénigne, c'est juste que ce qui avant était une norme perçue comme bénigne, si on l'a violée, ben maintenant c'est juste que les normes ont changé, donc c'est plus que la production d'humour change, c'est que la manière qu'on a de la percevoir est différente. On perçoit toujours la violation, on la perçoit plus aussi bénigne qu'avant. Mais ça va avec le changement de la morale. Et ça va avec le changement de la morale. En fait, c'est une question de morale, c'est que la morale évolue, et quand vous avez fait qu'une morale de ce qui avant était bénin quand on le violait ne l'est plus maintenant, par exemple se moquer outrageusement des femmes, bah, c'est moins drôle qu'il y a 20 ans. Mais la blague restera la même. Mais c'est juste que par contre, la manière de le percevoir, avant, peut-être qu'on percevait moins le côté bénin, le côté violation. Maintenant, on le perçoit mieux. Donc, on comprend mieux que c'est pas bénin comme violation. Et vous verrez quand vous avez des gens à la télé qui rament en expliquant que c'était juste une blague, qu'il fallait pas mal le prendre, et on sort les rames. Anthony, une autre question Non, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas s'il y a des personnes qui aimeraient encore contribuer. Oui, peut-être une chose. En parlant de Benetton et du fait que finalement les consommateurs ne savaient même pas quels sont les produits vendus, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'effet inverse qu'on se souvient super bien de la blague, mais alors pas du tout de la marque? C'est-à-dire, moi, par exemple, je me souviens des mousses au chocolat. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Maurice. Mais alors, quelle était la marque derrière? Non, je me souviens. Choco Suisse. Ouais, c'était les Choco Suisses. Putain. Ah, je travaillais dans la pub, moi, avant. C'est beau. Mais ouais, effectivement, et ça revient un peu sur les effets négatifs. C'est-à-dire qu'on se souvient super bien de la pub, mais on ne se souvient plus pour quel produit ça a été fait. En fait, c'est ça. Donc, du coup, potentiellement, on pense aux mousses au chocolat. Peut-être que ça va nous amener à acheter des mousses au chocolat, mais alors d'une marque qui n'est pas du tout celle-là, quoi. Enfin, ça peut. Oui. Non, ça peut. Je peux pas te donner de réponse à ça, mais oui, ça peut potentiellement être un effet. C'est-à-dire qu'on se dit, je me souviens du produit, mais je me souviens plus de la marque. Ouais. Or, quand on fait de la pub, c'est pas pour que les gens achètent la catégorie de produits, pour qu'ils achètent le produit de la marque en question. C'est assez évident. Et ouais, c'était les Choco Suisses. Il y a peut-être aussi un phénomène dans le temps, c'est-à-dire qu'à l'époque, peut-être aussi qu'on se souvenait que c'était Choco Suisse et qu'aujourd'hui, on est incapable de s'en souvenir. Et des fois, tu as aussi le fait avec les jingles. Non, comment ça marche? Parce que tout à l'heure, tu nous as montré la pub de l'auto. Et du coup, je pense qu'on se souvient tous en fait du type qui arrive en chantant son truc, quoi. Ouais, non, et ça celle-là, je pense qu'elle coche toutes les cases. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la petite musique avec la phrase qui accroche bien, le au revoir président répété en boucle. Non, celle-là, et c'est pour ça que j'ai choisi, c'est qu'effectivement, elle cochait toutes les cases. Il y avait tout pour qu'on s'en souvienne. Mais à chaque fois, ce que je voulais montrer, c'était que si on enlève un petit truc, du coup, ça devient plus chiant et on s'en souviendrait moins. Si on va plus loin dans la violation, on s'en serait probablement souvenu, mais bizarrement. Donc, et ouais, je pense que c'est elle qui a eu un des meilleurs dosages de publicité.
Je me demandais en fait la question du moyen créatif qu'il y a derrière, parce que quand tu es en agence de publicité, en fait, se pose dans ce cas-là la question de se dire, ok, ma marque, elle a une cible, un ton humoristique, etc. Mais du coup, comment est-ce que je m'y prends? Donc, je peux essayer de trouver le petit jingle, la petite chanson qui va bien. Je peux faire une exagération sur des photos, sur des situations. Enfin, en fait, il y a plein de moyens en fait de pousser l'exagération. Et du coup, je me demandais si tu savais s'il y avait des trucs qui avaient l'air de mieux fonctionner que d'autres, mais si c'est très général comme question. Ouais, non, là, je pourrais pas te donner vraiment des trucs précis. Après, par contre, j'ai pensé à ça quand tu formes. Sur le côté créatif, effectivement, ils ont tous plus ou moins compris les bénéfices de l'humour. Alors, il y a une étude qui a été faite, à peu près, ils ont estimé que, alors c'était aux États-Unis, à peu près 60% des publicités essaient de faire de l'humour. Et en fait, quand j'ai vu cette statistique, je me suis un peu posé la même question chez moi, et je regardais des pubs, et effectivement, moi je me marre pas quand je regarde des pubs, hein, mais il y a cette envie d'essayer de faire rire. Donc elles essaient de le faire, elles le font pas toutes très bien. Alors maintenant, après, effectivement, quelle va être la petite touche qui va faire que ça devient drôle et mémorable? C'est qu'on est sur un bon dosage, parce que des fois c'est soit trop mou, donc on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose, mais soit la violation n'a pas été assez poussée, dans ce cas-là, c'est un petit décalage, mais c'est pas très drôle. Soit la violation a été poussée trop loin, et dans ce cas-là, ça devient vraiment borderline. Donc voilà, c'est vraiment un très bon dosage qu'il faut avoir maintenant. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai presque la question par rapport à ton papier, de renverser même le titre et te dire pourquoi faire de l'humour, dans le sens que ce que ton étude démontre que répondre sérieux a le même effet sur le comportement du consommateur d'une réponse cadrée. Donc, pourquoi risquer les effets négatifs de l'humour, sauf si mon objectif n'est pas effectivement de donner une image de drôle ou donner une image de base ou constituer effectivement avec la réponse une capitale de marque. Alors après, un truc qui va pouvoir être utile, qui va pouvoir être fait, c'est pour générer une communauté de marques. Par exemple, Quechua. Personnellement, je n'irai jamais suivre Quechua sur les réseaux sociaux, mais en fait, il a commencé à devenir célèbre pour ses petits traits d'humour de temps en temps. Et ça a augmenté énormément le nombre de followers. Et après, derrière, il peut passer des messages publicitaires peut-être moins humoristiques, mais bon, en tout cas, il a une base de followers plus importante. Donc des fois, ça peut être dans cet objectif d'attirer des followers potentiels. Merci. Ok, merci beaucoup Mathieu. Merci pour cette conférence qui nous a éclairé sur l'humour dans le marketing, mais qui nous a aussi ouvert des perspectives dans notre propre pratique pour animer des conférences, des cours, etc. Merci à vous tous. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter notre prochaine conférencière, Ludivine Calamel. Alors, Ludivine, merci de nous avoir rejoints ce soir. Et de quoi vas-tu nous parler dans un mois? Alors, merci Pauline et puis merci Mathieu pour ta présentation. Je n'ai pas préparé de blague, mais le sujet que je vais vous proposer pour le prochain Gen Next est tout aussi intéressant. Alors, je m'appelle Ludivine Calamel, je suis enseignant-chercheur à Grenoble École de Management et je vous donne rendez-vous le mardi 25 mai pour découvrir ce qu'est le métier d'enseignant-chercheur. Bah oui, parce qu'un prof dans une école de commerce, qu'est-ce qu'il fait à part enseigner? Eh bien, vous allez découvrir qu'on fait de la recherche, on gère des partenariats avec les entreprises, on s'implique sur l'écosystème, sur le territoire, et puis on va se poser la question aussi de l'impact du Covid sur nos activités. Donc, que vous soyez étudiant, parent d'étudiants, collaborateur de GEM ou d'une autre entreprise ou même venu d'ailleurs, eh bien, venez nous écouter et découvrir les multifacettes de notre corps enseignant à Grenoble École de Management, le 25 mai. Merci, Ludie. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci à cette famille Gen Next, élèves, enseignants, corps administratif, parents d'élèves. J'espère que j'ai oublié personne. Non. Merci à vous tous. Merci pour cet esprit qu'on essaie de construire ensemble, où on essaie de s'interroger ensemble sur les questions du futur. Merci encore une fois, Mathieu. Merci à Stéphanie. Merci à Mara, qui aussi nous aide dans la préparation de ces conférences. Merci à tous les autres personnes anonymes qui se reconnaîtront. Et merci à vous pour la participation. On vous donne rendez-vous avec Ludivine. Le 25 mai. Voilà, parfait. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir.